Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Dans le précédent épisode, j'admettais que ça fait 7 ans que je ne boucle pas mes fins de mois en tant que parisienne, orthophoniste libérale, divorcée et mère célibataire. Bon, concrètement, depuis ma séparation. Aujourd'hui, le thème va porter sur les dépenses personnelles parce qu'en vrai, il y aura bien un épisode sur les dépenses professionnelles, mais aujourd'hui, l'URSSAF, la Carpinco, tout ça, j'avais pas du tout envie. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les dépenses personnelles et comment les circonscrire. Mais d'abord, pourquoi ? Parce que souvent, ces dépenses dites personnelles, elles présentent un flou artistique relatif entre vos besoins réels d'alimentation, d'immobilier, le fait que ce sont des dépenses qui peuvent être mélangées d'un point de vue perso, parfois pro, mais aussi mixte avec votre conjoint. Ça dépend aussi de vos enfants. Et puis pour peu que vous soyez famille recomposée, intégrée à tout ça, la pension alimentaire, les enfants de l'un, les enfants de l'autre, c'est quand même compliqué. Et puis, à la suite de ça, il s'agit aussi quand même de pouvoir se rajouter quelques menus plaisirs. Et le tout mis bout à bout, ça fait quand même des dépenses qui sont complexes. Comment s'y prendre ? Dans un premier point, voici mon gros conseil de ce podcast. C'est de faire votre compta, mais comme en professionnel. Que vous vous fassiez aider par un comptable ou que vous fassiez vos rapprochements bancaires vous-même, tous les mois ou une fois par an, vous allez prendre le temps de ventiler et de répertorier chaque dépense dans un compte. L'idée, c'est de procéder de la même manière sur les dépenses personnelles. Comment ? D'abord, d'un point de vue technique, soit vous pouvez avoir votre espace personnel sur les sites de votre banque qui vous le permettent, qui l'ont prédéfini et vous n'avez plus qu'à ventiler vous-même, ou encore Excel, un bon vieux papier crayon, et je suis sûre qu'il y a des applis sinon qui permettent de faire ce traitement-là. Mais surtout, pourquoi je vous y invite ? Parce que ces dépenses-là sont particulièrement obscures, je viens de le citer, surtout si votre vie personnelle est comme celle de tout le monde finalement, avec un divorce, une remise avec quelqu'un d'autre, les enfants de l'un, les enfants de l'autre. Mais surtout, depuis quelques années, le prélèvement automatique devient de plus en plus fréquent et ça rend un certain nombre de dépenses particulièrement opaques. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez ventilé, vous allez pouvoir observer, et ça de manière particulièrement objective, et ça va vous permettre de planifier, que ce soit un projet, des vacances, ou couper net à certaines dépenses. Ce n'est que parce que vous faites vos rapprochements que vous pouvez vous rendre compte qu'un prélèvement automatique n'est pas normal, que le montant est trop important ou que ce n'est pas ce que vous attendiez. Entendu. Une fois quantifiées, maintenant comment les cadrer ces dépenses ? Comment les restreindre ? Alors attention, je vais vous partager un certain nombre d'idées, mais je vous rappelle que je n'ai pas prétention à être exhaustive et que l'idée ici, c'est de partager mes petits conseils, mes petites astuces. En prérequis tout d'abord, et ça c'est le fruit de mon école de commerce, ayez particulièrement conscience de la puissance de la publicité. C'est-à-dire que dans vos dépenses personnelles, elle peut avoir un impact très fort, cette publicité. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne sur un processus de création de frustration. Vous percevez une publicité, quel que soit son biais d'accès à vous, que ce soit la radio, que ce soit Internet ou que ce soit la télévision. Ça vous crée une envie. Cette envie, soit vous l'assouvissez, soit vous l'empêchez, mais le fait de l'empêcher vous crée de la frustration. Or, cette émotion peut être très forte et c'est elle qui parfois vous fait dépenser des centaines d'euros en un instant. L'idée, c'est que supprimer cette frustration, c'est particulièrement coûteux au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Le plus simple, c'est donc d'en supprimer la cause. C'est ce qu'on fait aussi en rééducation. On essaie de supprimer un symptôme. Le plus simple, c'est pas de supprimer le symptôme lui-même. C'est bien de remonter à la cause. Mon conseil, et si vous ne devez en retenir qu'un, je pense que ce serait celui-là, c'est de vous barricader contre la publicité. Et je dis bien barricader parce qu'en fait, elle est partout. Elle est assez sournoise, assez pernicieuse. En mail personnel, avec le temps, petit à petit, moi, je vous invite à supprimer toutes les publicités, toutes les newsletters. Une par une, vous allez tout en bas des emails, vous cliquez sur ceux des abonnés. Et avec le temps, au début, ça ne paye pas de mine.
Mais avec le temps, vous recevez plus les emails de vente privée avec des sacs à main absolument dithyrambiques et à moins 50%. Non. Et comme vous ne le verrez plus, vous n'en aurez même plus envie. Sinon, en télé ou en radio, ne laissez jamais vos supports tourner juste en fond d'écran pour faire du bruit. Pourquoi ? Parce qu'admettons que vous laissiez la télévision distribuer ses publicités alors même que vous allez vous laver les mains ou que vous commencez à cuisiner. Mais votre cerveau, il traite l'information de manière consciente ou parfaitement inconsciente. Ma grande recommandation, c'est de couper la télévision. Si vous regardez l'écran, choisissez des films, mettez-vous sur une console pour jouer. Et si vous écoutez la radio, écoutez des podcasts. Même si les podcasts commencent à être avec une publicité intégrée, mais en utilisant ce type de support, vous continuez à vous détendre le soir et à vous distraire, à vous divertir, mais pour autant, vous coupez votre exposition aux publicités. Et ça, dans vos dépenses personnelles, vraiment, c'est loin d'être un détail. Pour avoir travaillé dans ces services de publicité, sachez que on s'appuyait à l'époque sur les neurosciences, non pas pour votre bien-être, mais bien pour encaisser de l'argent. Si vous ne me croyez pas sur parole, regardez les millions que dépensent les entreprises en publicité. Et quand je vous parle de neurosciences, par exemple, on s'appuie de base sur les biais cognitifs, comme la pensée de groupe avec ces slogans que vous voyez partout. Oui, 95% des consommateurs ont adoré tel produit. Cette pensée de groupe, elle va vous inciter à un achat. Ça, c'était un petit prérequis pour vous aider à couper court avant même que la dépense n'ait lieu. Et puis ensuite, je vais vous partager 3-4 idées aujourd'hui. La première, c'est d'éviter la grande distribution. Pourquoi je vous parle d'alimentaire ? Parce que selon l'INSEE, c'est quand même notre 5e poste de consommation finale effective des ménages et surtout, ce sont des dépenses qu'on fait quasiment au quotidien. Pourquoi éviter les grands hypermarchés ? Parce que vous avez beaucoup plus de risques d'achat impulsif. Tout est fait pour vous faire dépenser alors que vous n'aviez pas prévu cette dépense. Et je remonte aux prérequis que j'ai faits, à l'appui de publicité qu'utilisent les grands hypermarchés, et au fait que, comme il y a pléthore d'offres, ça vous crée de l'envie, ça vous crée de la frustration, et du coup, vous allez avoir des achats qu'on appelle impulsifs. Ces achats impulsifs, là pareil, ils sont loin d'être anodins à la fin dans votre caddie. L'autre point qui m'incite, parce que je la connais, la grande distribution, à vous inviter à l'éviter, c'est que vous allez aussi acheter plus en variété, vous allez aussi acheter plus en quantité. Par exemple, au lieu de prendre un lot de briques de lait, vous allez peut-être en prendre 2. Or, le stock, c'est un coût. Et je vous partage cette idée d'autant plus que quand je l'ai apprise en école de commerce, elle m'a vraiment paru contre-intuitive. Comment ça, le stock, c'est un coût ? Restons sur l'exemple des briques de lait. Admettons que vous ayez 12 litres de lait en stock chez vous et que vous habitiez toute seule. En fait, moi, j'ai pas besoin de 12 briques de lait. Enfin, je vais les étaler, bien sûr que je vais les consommer. Mais, qu'est-ce que ça me produit ? Ça me produit de la trésorerie en moins parce que j'ai dépensé 2 fois plus que prévu. En alimentaire, en tout cas, vous avez un risque de péremption et donc de jeter le produit. Et surtout, on est sur un comportement qui est uniquement fondé sur une peur de manquer. Rappelez-vous, en 2020, au moment du Covid et du début du confinement, un certain nombre de nos concitoyens se sont rués sur leurs courses. En fait, l'intégralité des acteurs de la distribution et de l'alimentation nous ont dit qu'en France, en tout cas à l'heure actuelle, en 2023, par temps de paix, on n'est pas en guerre, il n'y a pas de raison de surstocker. Donc, regardez à quelle fréquence vous faites vos courses. Si vous les faites toutes les semaines, achetez pour la semaine. Et alors peut-être avec une brique en plus. Si vous achetez pour le mois, achetez vos quantités pour le mois, avec peut-être à nouveau une quantité un peu plus, mais pas le double. L'autre idée qui m'invite à vous faire éviter la grande distribution, c'est qu'en général, vous allez vous confronter à des produits qui sont suremballés, transformés, vous avez plus de chances d'acheter l'alimentation transformée, et avec des dates limites de consommation. Je vous donne un exemple. Cette semaine, ma voisine me dépose un petit peu d'alimentation qu'elle ne consommerait pas. En l'occurrence, elle me donne du chou déjà émincé dans un sachet blister. En fait, au bout de quelques jours, je me rends compte que la date limite de consommation est largement dépassée. Qu'est-ce que je fais ? Je jette ou je consomme ? Bon, outre le fait que, étant déjà émincé, ça s'abîme plus vite. Outre le fait que la
la date de consommation vous donne une injonction à sois une bonne petite fille, fais ce qu'on te dit de faire, il y a quand même toujours ça qui se met en place. Et puis le fait que l'alimentation soit transformée, il y a plus de risques de l'acheter. Dans le même temps, dans mon frigidaire, j'ai un chou blanc que j'ai acheté en vrac, en entier. Lui, j'ai pas de date limite pour le jeter. Il n'y a rien écrit dessus. Donc vraiment, s'il y a l'odeur ou à la vision, je vois que j'ai un peu laissé traîner, je vais délicatement découper la toute petite partie abîmée. Oui, il va y avoir un peu de partie qui part à la poubelle, mais globalement, rien à voir avec jeter un sachet complet. Je pense que vous avez compris mon idée. C'est que plus vous allez consommer vrac, et moins vous avez de date limite de consommation de péremption. À l'inverse, si je vous invite à éviter la grande distribution, ça va être forcément pour privilégier vos commerces de proximité. Alors, soyons clairvoyants, j'ai bien conscience d'être dans Paris et que ces commerces de proximité existent encore beaucoup. Chacun fait ce qu'il peut là où il habite, bien entendu. Mais, par exemple, ma boulangerie, elle vend le pain de la veille à moins 15%. Quand on voit le prix de la proportion de l'inflation, le pourcentage d'inflation, 15%, c'est pas du détail. L'autre grande recommandation, c'est de privilégier pour vos achats au quotidien les épiceries en vrac. Pourquoi ? Parce que vous allez payer au poids. Et en ne payant qu'au poids, vous allez vous abstenir de payer le marketing, l'emballage. Pour vous, par curiosité, je suis allée vérifier. Dans le supermarché en bas de chez moi, les coquillettes bio sont 2 fois plus chères au kilo que les mêmes coquillettes à la Biocoop en vrac. L'autre avantage des épiceries vrac, c'est que vous achetez la quantité juste. Quand je suis toute seule, je m'achète 200 grammes de pâtes. Pourquoi est-ce que la grande distribution m'impose un emballage à minima avec 500 grammes ? 500 grammes, c'est plus que le double de ce dont j'ai besoin, sachant que dans les 200 grammes, j'ai déjà du stock, j'ai déjà de la réserve. Donc les quantités imposées par la grande distribution, elles aussi, elles vous impactent dans vos dépenses. Ces petites épiceries limitent clairement les achats impulsifs parce que vous n'avez pas d'emballage rose et vert et fluorescent qui vous disent « Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi ». Non, il n'y a pas. Et du coup, le désir d'achat diminue et c'est très bien. Et puis, vous allez aussi diminuer votre charge mentale et donc gagner un tout petit peu de temps parce que dans ce type d'épicerie, vous avez 2 choix entre les pâtes, en gros les normales et les complètes ou semi-complètes. Et du coup, vous allez gagner du temps. En gagnant du temps, quand on est indépendant, c'est quand même de l'argent. Et vous allez baisser vos coûts de panier moyen. Alors, bien sûr que certains coûts au poids sont les mêmes, mais globalement, c'est une démarche où vous allez dépenser moins semaine après semaine. Si malgré tout, là où vous habitez, vous n'avez pas le choix, il n'y a que les grands magasins, pensez quand même à y aller le ventre plein. C'est loin d'être du détail. Si vous y allez la faim au ventre, c'est statistiquement prouvé, vous allez dépenser plus. Et partez aussi avec une liste préétablie. Pour terminer sur ce comparatif épicerie vrac ou grande distribution, il est vrai que parfois le prix perçu dans ces épiceries paraît supérieur. Mais en fait, comme vous n'avez pas dépensé 3 pots de lessive au prix de 2 parce que c'était la promo chez Carouf ce week-end, vous n'avez dépensé que le pot ou le pack de lessive dont vous avez besoin. Et dans la trésorerie et dans le quotidien, c'est factuel. Même si ce bac de lessive est un tout petit peu plus cher, vous avez factuellement dépensé beaucoup moins. Un dernier exemple sur ce type de circuit de distribution, c'est l'eau. J'ai été très marquée en juillet 2023 quand France Info a sorti un reel en disant que l'eau en bouteille peut être 100 à 300 fois plus chère que l'eau du robinet. Regardez bien dans vos courses que vous coûte votre eau ou comparez avec votre compteur. Moi, si j'avais acheté mon téléphone portable, mon Fairphone 100 fois plus cher, au lieu d'être à 750 €, il aurait été à 75 000 €. Mais vous vous rendez compte, 100 fois plus cher, c'est juste énorme. Il n'y a absolument aucun autre achat pour lequel, de façon rationnelle et raisonnée, vous dépenseriez 100 à 300 fois plus cher. Je ne parle même pas de l'immobilier parce que là, les montants seraient hallucinants. Ça n'aurait plus de sens. Mais regardez à 2 fois. En tout cas, en région parisienne, l'eau du robinet est potable, elle est la plus contrôlée. Regardez à 2 fois dans la répartition de vos dépenses. Un deuxième conseil pour lequel je me suis inspirée du livre de Titiou Lecoq qui s'appelle « Le couple et l'argent » et que je vous recommande vivement.
Dans son livre, Titiou incite à réfléchir à la répartition des dépenses personnelles au sein du couple. Son premier grand conseil, et là je ne peux que le partager, c'est déjà de parler d'argent en couple. J'en parlais encore hier avec une stagiaire d'une des formations. Moi, je vous invite aussi à parler d'argent tout court, pas que en couple. Ça diminuera le tabou sur ce sujet-là. Le deuxième conseil du Titiou Lecoq, c'est d'équilibrer et de partager les revenus au sein du couple. Je vais la citer. Début de citation. Il faudrait que ce soit la personne qui gagne le moins qui investisse dans les grosses dépenses. Cela paraît contre-intuitif, mais l'idée, c'est que plus vous êtes économiquement vulnérable, plus vous avez besoin de vous garantir une sécurité. Or, en économie, ce que l'on appelle une sécurité, c'est de l'épargne. Ça peut être de l'argent économisé sur un compte, mais aussi un pourcentage de la voiture ou du bien immobilier. Fin de citation. En gros, que nous dit Titiou Lecoq ? C'est que même si on est le petit revenu, et encore plus quand on est indépendant, comme nous, eh ben, au moment de racheter la voiture, on participe à ce gros emprunt-là. Et puis le troisième gros conseil de Titiou dans son livre, c'est de valoriser le travail domestique. 9 chances sur 10 pour que, en ayant le petit revenu, du coup, c'est vous qui ayez en charge le rangement, le nettoyage de la maison. Faire le ménage, c'est une donnée valorisable, c'est à intégrer dans vos répartitions d'argent dans le couple, que l'un verse des montants à l'autre. L'autre conseil qui me vient aussi de ce livre-là, c'est la gestion de vos impôts sur le revenu. Et j'ai découvert, grâce à Titiou Lecoq, que au moment de votre déclaration d'impôt personnel, vous aviez 2 types de taux qui étaient proposés. Quand vous allez sur votre espace personnel d'impôt.gouv.fr, on vous propose soit le taux personnalisé, soit le taux individualisé. Alors vous me direz, entre personnalisé et individualisé, quelle est la différence, ma bonne dame ? Alors on est d'accord sur le fait que le champ sémantique est hallucinamment proche et vous allez voir que c'est une grosse blague. Le taux personnalisé, c'est le cas où vous avez le même taux d'imposition pour les 2 partenaires. Vous êtes dans un système d'égalité. Le taux individualisé, c'est un taux où, si par exemple monsieur gagne 2 fois plus que madame, monsieur va payer 12% d'impôt et madame 6%. On est dans un système d'équité. Sauf que, sans action de votre part, par défaut, et ça j'insiste là-dessus, par défaut, c'est le taux personnalisé, donc le taux égalitaire qui est mis en place. Mais femmes de tout pays, unissez-vous, révoltez-vous dans votre 2042, quoi. Regardez le taux d'imposition que vous versez. Il est très probable que ce ne soit pas celui qui soit à votre avantage. Et pour terminer sur les petits conseils de gestion de vos dépenses personnelles, je me réfère à un compte Instagram qui s'appelle Plan Cash, que je vous recommande chaleureusement, qui a été créé par Léa Lejeune et Morgane Dion. Elles y ont listé 11 budgets qu'elles ont tout simplement dégagés, comme elles disent, de leurs dépenses. Je ne vous les citerai pas tous, mais j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Le premier que j'ai sélectionné, c'est l'abonnement à la salle de sport. Mais alors, notamment quand on est jeune parent, il y a 1000 raisons qui font que le lundi soir, vous n'irez pas au sport. Il suffit que Bichou soit malade, il suffit qu'il y ait une réunion copropriété, il suffit que monsieur ce soir-là ait une sortie. La salle de sport, c'est l'abonnement en tout cas. C'est l'un des meilleurs outils marketing du monde, côté vendeur, mais côté acheteur. Pour peu en plus qu'on retombe sur les prélèvements automatiques dont on a déjà parlé, ça devient une dépense que vous ne voyez plus. C'est la pire idée du monde. Donc même si, d'un point de vue frontal, la dépense est plus importante à chaque fois que vous allez à la salle de sport, si vous payez à l'unité, vous serez très probablement gagnant. Un autre conseil de Plan Cash, c'est la gestion des restes de nourriture. Et elles disent stop de jeter, en fait, tout simplement. On va retomber sur mon invitation à vous pourvoir dans les épiceries vrac, mais aussi, une fois que vous avez fait ça, dans mon frigidaire, j'ai tout rangé dans des bocaux qui sont transparents. Ça peut paraître du détail, mais quand j'ouvre la porte, ça me permet d'un rapide coup d'œil de voir absolument tout ce qui est stocké dans le frigidaire, avec bien sûr les éléments à consommer en priorité vers moi, ceux qui peuvent attendre vers le fond. Mais du coup, c'est beaucoup transparent,
me permettent de absolument jamais me dire « Ah tiens, j'avais oublié que j'avais ça ». Non, 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 tout est mangé. Et j'insiste sur le point parce que même le ministère de l'écologie s'y met. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an. C'est énormissime. Et donc, ils font correspondre ça à une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Alors, les chiffres sont énormes, c'est difficile de se représenter. Mais ça veut dire que on passe notre temps au quotidien à jeter de l'alimentation. Pour revenir à Plan Cash, un autre de leurs conseils est d'arrêter de faire du shopping ou d'acheter des objets pour gérer vos émotions. Oui, alors j'avoue, en ayant des fins de mois difficiles, moi ça fait longtemps que je gère mes émotions à coups de pain au chocolat. Alors par contre, gardez le petit achat des jours qui vont pas bien, parce qu'il faut aussi savoir se remonter le moral. Mais effectivement, entre une robe à 100 euros et un pain au chocolat à 1,30, la différence est vite faite. Leur autre conseil, ne plus changer son smartphone tous les 2 ans. Je passe sous silence l'espèce zéro déchet. C'est un aspect qui est important mais qui ne rentre pas aujourd'hui dans le débat. En revanche, là où elles ont raison, c'est que quand on change de smartphone tous les 2 ans, en fait, vous l'avez payé dans votre forfait sans vous en rendre compte pendant les 2 années qui ont passé. Donc de toute façon, c'est un achat qui est fait. Et puis leur dernier exemple, c'est la manucure en salon de beauté. Et là, je vais m'arrêter un peu plus longuement dessus. Elles disent, mais c'est tellement moins cher de faire sa manucure à la maison. Et je les rejoins vraiment. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais même vous inviter à ne plus faire de manucure, alors même que vous en voyez sur mes vidéos. Je vais développer pourquoi. Premièrement, se faire une manucure, il y a un coût d'achat, que vous la fassiez en salon de beauté ou que vous la fassiez chez vous. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même en train de se peinturlurer sur des ongles, des produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique, je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans, et qui sont interdits quand on travaille à l'hôpital, qu'on soit orthophoniste ou infirmière, précisément parce qu'ils sont des nids à bactéries. Donc on est quand même en train de se coller sur les doigts, un truc qui nous coûte de l'argent, pour se trimballer gentiment des bactéries dessus, sortie de Covid, il y a plus cohérent comme comportement. Et puis ensuite, la pose du vernis représente un coût en termes de temps. C'est-à-dire que vous allez y consacrer du temps, là pareil, où que vous le fassiez, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Et ça, pour vous indépendante, un temps de pause, c'est un manque à gagner. Et puis, une fois que vos mains sont faites, tacitement, ça impose de devenir rentière, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire de vos mains. Enfin, moi, une fois que j'ai détaché la chaîne de mon vélo ou que j'ai lancé la moindre vaisselle, c'est bon, c'est planté. Le vernis ne ressemble plus à rien, je passe pour une roturière. Donc en plus, c'est vraiment le mécanisme de je le fais pour être belle, mais une fois qu'il est fait, c'est quand même très, très, très fragile. En fait, pourquoi on le fait ? Parce qu'on a dans le crâne, on s'est mis dans la tête qu'on est plus belle avec du vernis sur les mains. En tout cas, on se ressent comme plus belle que quand on n'en a pas. Et ça, c'est Virginie Delattre, l'humoriste, qui le pointe en disant « Mais c'est bien beau de décortiquer les effets de genre, mais une fois qu'on en a pris conscience et qu'on les a décortiqués, oui, mais moi, en termes d'émotion, c'est quand même ça que je ressens. Et donc, je ressens qu'avec des ongles faits, je me sens plus belle. » Et bien donc c'est peut-être pas notre génération qui aura le fin mot de l'histoire pour essayer de sauver les filles de la perte de temps et d'argent qu'elles ont en se faisant les mains. Mais si nous, notre génération, on arrête de se les faire, qu'est-ce qu'on va envoyer comme image à nos filles ? On va éduquer nos filles à se sentir belles au naturel. Et comme elles ne font pas ce qu'on dit, mais qu'elles font ce qu'on fait, c'est en donnant le modèle qu'on indiquera à nos filles qu'on n'a pas besoin de vernis sur les ongles pour être séduisante. Et si vous n'avez pas de filles, ce sera pareil pour vos fils. C'est parce que vous les aurez éduqués à ce qu'une femme ne porte pas de vernis que vos fils auront trouvé séduisantes des filles au naturel. Donc peut-être qu'à la génération d'après, on pourra avoir des filles qui n'auront pas de perte d'argent en dépensant des produits avec un manque à gagner sur des produits qui leur abîment la santé. Donc le coup du vernis, c'était ma petite touche en plus pour rejoindre ce que disait Plan Cash en disant « Bon, en conclusion, moi j'ai décidé de vider les stocks, donc vous verrez encore un peu de vernis dans toutes les prochaines vidéos parce que j'en ai, et une fois qu'il n'y en a plus, c'est fini. » En conclusion, pour la mise en pratique, voilà ce que je vous recommande. C'est déjà de commencer à vous sélectionner un moyen et de commencer à lister toutes vos dépenses personnelles. Commencez à faire le point. Si vous êtes du genre à travailler en flux tendu, faites-le mois après mois. Si vous travaillez un peu à l'arrache, comme pour la 2042, faites-le une fois par an. Mais commencez par ouvrir Excel, regardez les applications et commencez à lister et à ventiler vos dépenses. Et à la suite de ça, vous pourrez commencer à les analyser et à en utiliser le produit de ces informations.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce thème ? Vous avez 2 solutions. Soit vous abonner à ce podcast, soit venir me rejoindre sur une journée de formation présentielle sur le thème « Gagner plus en travaillant mieux, est-ce possible ?» Sur 2023, il reste 2 dates, le 17 novembre et le 1er décembre. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Bonne journée.